On va commencer. Je vais plier ça. Voilà. Merci à Stéphane Blain de participer à notre 29e université d'été. Il est professeur Sorbonne Université, laboratoire d'océanographie microbienne à Bagnoul-sur-Mer. Alors nous, à Bagnoul, on est passé récemment, on pensait qu'il n'y avait que du vin. Mais non, il n'y a pas que du vin. Il y a aussi des scientifiques qui travaillent sur des choses très sérieuses. Voilà, donc on va lui laisser la parole sur une des thématiques qui est dans votre pochette. Donc il va vous dire pourquoi il est là, il va faire l'exposé. Il y aura une partie interactive de questions, bien entendu. C'est moins compliqué parce qu'on ne sera pas là en visioconférence avec quelqu'un qui est loin. Et après la pause, pendant la pause, on va l'interviewer dehors. Mais la règle des 3 minutes, il faut la rappeler. Je vais rappeler. La règle des 3 minutes, c'est que la maîtresse du temps, elle va lever la main. C'est Pascal qui a été élu à l'unanimité qui contrôlera le temps de parole. Voilà. Et pendant qu'on fera son interview, vous pouvez prendre le café. Il y a encore, Alain m'a dit de vous dire qu'il y a encore des livres très importants. Et vous avez avec vous le professeur Jean-François Boudouras et Michel qui peuvent signer leur livre. Et Lucien Fro qui peut signer aussi son livre. Pour les autres auteurs, vous pourrez avec. Allez, tu as la parole. Merci. Bien, bonjour à tout le monde, pour ceux que je n'ai pas vus. Merci pour l'invitation à joindre votre université d'été de l'association que je ne connaissais pas. Oui, je suis prof à Sorbonne Université. En fait, Sorbonne Université, c'est le nouveau nom depuis quelques années de l'université Pierre et Marie Curie qui est à Paris. Donc, je travaille effectivement à Bagnoul-sur-Mer. Ça, c'est le laboratoire, qui n'est pas un endroit très désagréable. Hein. En fait, c'est... ouais, malheureusement, je pense que ça ne va pas le faire. Ça passe pas. Donc, en fait, c'est un laboratoire qui est ancien. Hein. Il a été créé en 1882 par... Ça s'appelait le laboratoire Arago, comme tout ce qui s'appelle dans le pays catalan Arago. Donc c'est un très vieux laboratoire qui s'intéresse essentiellement à l'océan et au début à la Méditerranée, puis maintenant de manière un petit peu plus vaste. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'océanographie microbienne. Vous avez vu le film hier, donc maintenant vous savez tout sur les microbes. Je vous en redirai un petit mot et pourquoi en fait je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse aux microbes. Donc, globalement, moi, je fais des recherches sur, d'une manière très, très générale, le changement climatique. D'une manière un petit peu plus précise, le rôle de l'océan dans le cycle du carbone. C'est ça que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Et puis, d'une manière encore plus précise, je ne travaille pas sur tout l'océan, je ne travaille pas sur la Méditerranée, mais je travaille sur l'océan austral. Donc, c'est l'océan qui est autour du continent antarctique. Je pourrais vous en dire 2 mots, mais ce n'est pas là-dessus que je vais... Et si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'on y fait là-bas, le projet de recherche que je dirige actuellement s'appelle Margot et il y a un site web. C'est un projet de recherche autour des îles Kerguelen qui s'intéresse globalement au changement climatique dans cette région-là. Bien, donc aujourd'hui, je vais vous parler de changement climatique, de l'océan. Il y a des choses que vous savez, que vous allez revoir, et peut-être d'autres, en tout cas j'espère, que vous connaissez moins et que vous allez découvrir. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, vous inquiétez pas, il y a quelques diapos, il y a 3 mots d'anglais, mais c'est quand même pas très compliqué. Cette courbe, ça, c'est les années. 1850, révolution industrielle. 2020, c'est aujourd'hui. Là, c'est l'augmentation de température moyenne de la planète. Mesurée, c'est la courbe noire qui est là. Donc 0, hein, on considère, on met tout à 0 à la révolution industrielle. 2020, c'est aujourd'hui. Et ce que vous voyez, c'est qu'on est à peu près à plus 1,2. C'est ce qu'on entend partout dans les médias, qui est une réalité. La température moyenne de la planète a augmenté de à peu près 1,2 degrés. Les autres courbes, je les commande rapidement. On est capable de représenter ça maintenant avec... on connaît assez bien la façon dont le système Terre et le climat fonctionnent. Donc on est capable avec les ordinateurs à peu près de reproduire son fonctionnement. La courbe
orange qui est là, c'est à peu près ce que font les ordinateurs pour représenter le climat. Et quand on met tout ensemble, dans le système climatique actuel, y compris la perturbation humaine, on arrive à bien représenter ça. L'autre courbe qui est là, elle représente la même chose. Donc on fait tourner les ordinateurs, mais on enlève la perturbation humaine. Mais on laisse les grandes perturbations comme le cycle de l'activité solaire, le volcanisme. Et on voit bien que si on fait ça, eh bien, la température est assez constante. Donc ça montre que, simplement, l'élévation de température moyenne de la planète, elle est due à l'activité des hommes. Une autre façon de voir ça, c'est, alors vous me direz, le changement global, la température moyenne, personne ne sent la température moyenne. Ce que vous sentez, c'est la température aujourd'hui, ici, dans le bassin d'Arcachon, ou à l'endroit où vous vivez. Donc, est-ce qu'on perçoit ce changement climatique localement? Alors là, c'est l'exemple, je prends parce que j'habite à côté, et donc c'est à Perpignan où il y a une longue série de mesures de température depuis le début du XXe siècle. Et donc, en fait, on peut faire, alors c'est une représentation, je vous explique rapidement, en fait, on fait une moyenne, par exemple, là, de la température à Perpignan, annuelle, sur les 30 dernières années du siècle dernier, de 1970 à 2000. On fait la moyenne, et après, on représente, d'une façon très, très simplifiée, si c'est plus froid que cette moyenne, on met du bleu, si c'est plus chaud, on met du rouge. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'au début du siècle, du XXe siècle, les 20 premières années étaient à peu près 1 degré plus froides que la période de la fin du siècle. Et si on regarde maintenant le début du XXIe siècle, eh bien, notamment la dernière décennie, on voit qu'on était à peu près 1 degré plus chaud. Donc, ce qu'on voit globalement, c'est aussi des choses qui se voient concrètement à l'échelle locale. Ces données sont disponibles pour tout le monde. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle infoclimat.fr. Vous pouvez trouver la ville ou le village qui vous intéresse et vous pouvez faire la même chose. Vous verrez exactement ce qu'il en est. Il y a énormément de données, c'est des données qui sont publiques, donc chacun peut... Et c'est des données mesurées. Alors, ce réchauffement climatique, il existe, il n'y a pas de doute. La cause, on la connaît. Une des principales causes, c'est ça. Cette courbe, vous l'avez vu aussi sûrement beaucoup de fois, c'est l'augmentation du gaz carbonique, du CO2, dans l'atmosphère. Depuis qu'on le mesure, là c'est à Hawaï, 1960, jusqu'à aujourd'hui. Cette courbe, peu importe les unités ici, mais cette courbe, elle monte inexorablement. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 est un gaz à effet de serre, et donc c'est ce qui fait monter la température. C'est la principale cause du changement climatique actuel. Il y a une autre façon de voir ça, c'est de regarder, c'est à peu près, ça ressemble à la courbe précédente, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est les années en bas, pareil. Donc là, elle est un peu plus courte, de 1990 à aujourd'hui. Ce que vous avez ici, ce sont les émissions, c'est-à-dire combien de tonnes de CO2 on met dans l'atmosphère chaque année. 1990, on mettait à peu près, l'unité c'est gigatonnes, milliards de tonnes. 1990, on mettait, dans l'année 1990, 22 milliards de tonnes pendant l'année. 2022, on a mis presque 40 milliards de tonnes de CO2. Donc ça veut dire que non seulement on met du CO2 tous les ans, mais chaque année, on en met plus. Cette courbe, elle a quelques aspects intéressants qui méritent d'être regardés. Bon, on peut regarder par exemple de combien ça augmente. Donc sur la décennie 90-2000, c'était à peu près 1% par an. Donc chaque année, on mettait 1% de plus que l'année précédente. La décennie suivante, c'était 3%. Donc là, on en mettait encore plus. Et la dernière décennie, on était revenu à peu près à 1%. Mais c'est toujours en augmentation.
L'autre aspect qui est très intéressant, c'est que cette courbe, elle augmente, mais il y a quelques accidents. Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là-bas. À quoi correspondent les accidents? Eh bien, 1991, oui, ça c'était la somme, la fin de l'Union soviétique. 2008, la crise financière. 2020, la crise Covid. Donc, chaque fois que l'activité économique, d'une manière globale, diminue, les émissions diminuent. Donc, ce que ça montre, c'est que, très clairement, les émissions de CO2 ont un lien extrêmement fort avec le mode économique, le mode de fonctionnement, l'activité économique globale. Le cas du Covid est intéressant parce que vous voyez que la chute était brutale. Et vous vous souvenez que pendant le Covid, on nous a vaccinés avec le monde d'après. Le monde d'après, il est comme le monde d'avant. C'est-à-dire qu'on aurait pu... Le monde d'après, ça aurait été de continuer sur la pente, là. Et là, on allait dans la bonne direction. Le monde d'après, il est reparti pire que le monde d'avant. Et maintenant, il se stabilise, disons, comme on était à peu près sur la même progression. Donc, ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On met de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. La question qu'on nous pose, que vous vous posez aussi, c'est où on va. Alors, pour savoir où on va, il faut faire ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire supposer, par exemple jusqu'à la fin du siècle, combien de CO2 supplémentaires on va mettre. Alors ça, c'est le travail des scientifiques et du GIEC qui prépare, le GIEC c'est le groupe d'experts sur le climat, qui prépare en quelque sorte des scénarios, et à partir de des missions, et à partir de ces scénarios, dans les laboratoires, les ordinateurs, les différents modèles dans les différents pays tournent pour essayer de faire une estimation de la température de la planète à la fin du siècle. C'est les courbes que vous voyez de gris à bleu. Sans aller dans le détail, les scénarios où on émet de plus en plus, on finit à une planète à plus 5 degrés. Les scénarios où on arrête d'émettre et on diminue les émissions, on finit à une planète à plus 2. Vous vous rappelez, on est à plus 1,3. Hein. Plus 2, c'est les accords de Paris. Actuellement, on est là, avec toujours une tendance à l'augmentation. C'est-à-dire que finalement, à la louche maintenant, si on regarde un peu dans la boule de cristal, en supposant qu'on ne fasse pas grand-chose, on va finir quelque part à peu près au milieu là-bas, c'est-à-dire à 3 ou 4 degrés, à la fin du siècle. 3 ou 4 degrés, on peut se dire c'est quand même pas la mort. Sauf que on peut imaginer, il y a deux choses pour imaginer un peu ce que peut être une planète à plus 3 ou plus 4. Une, c'est de regarder à l'envers. Une planète à moins 4 degrés par rapport à l'ère industrielle, on la connaît. C'était les ères glaciaires. C'était la différence qu'il y avait. Pendant une ère glaciaire, toute l'Europe était couverte par les glaciers. Ils arrivaient, enfin par l'Islande 6, ils arrivaient à Strasbourg. Donc ça veut dire que 4 degrés, dans le sens inverse, c'est un changement massif du climat. Donc 4 degrés vers le haut, c'est aussi un changement massif du climat. Sauf qu'à l'ère glaciaire, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. On va être 8 ou 10 milliards. Donc c'est un changement massif du climat qui pose de gros problèmes, d'où les accords de Paris pour essayer de rester à 2 degrés. Sauf qu'on n'est pas sur la trajectoire. Alors, pour finir sur cet aspect-là, une autre façon, c'est toujours les mêmes données, mais on les représente un petit peu différemment. Cette fois-ci, au lieu de regarder par année, je regarde depuis le début de l'ère industrielle, combien on a mis. On fait le total de tout ce qu'on a injecté. Donc, c'est là. Donc, évidemment, les chiffres sont énormes. On est actuellement à 2000 milliards de tonnes de CO2 qui ont été injectées en à peu près presque 200 ans. Et là, c'est la température moyenne. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très simple. En fait, c'est presque une droite. Donc ça veut dire que dans le futur,
si on va jusqu'à 2050, plus on mettra de CO2, plus on ira haut en température. C'est aussi bête que ça. D'où la conclusion un petit peu de ça, c'est que en fait, chaque gramme de CO2 que vous mettez, qu'on met de plus, ça compte. Parce que c'est juste une relation qui est quasiment à peu près linéaire. Donc, il n'y a pas de secret, ou il n'y a pas de mystère. La seule façon de ne pas aller haut sur cette courbe, c'est de réduire les émissions. Et si vous vous rappelez la courbe d'avant, je ne sais pas, je ne peux pas facilement revenir là, mais je veux bien, oui, sur celle de... Non, c'est pas grave, on en reparlera après, mais je vais vous la remontrer après. Oui, en fait, les courbes qui amènent à 2 degrés, elles descendent, et il faut qu'elles descendent tout de suite, aujourd'hui. Ce n'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est maintenant. Non, c'est pas grave. C'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans qu'il faut que ça baisse. C'est là, maintenant, dans la décennie qui vient. Donc il y a un gros défi parce que vous vous rappelez qu'on est toujours à plus 1% de plus chaque année. Bien. Alors ça, c'est une facette de l'histoire. Vous la connaissez. Et chacun est face à ses responsabilités. Au niveau individuel, petite responsabilité, mais quand même ça compte. Évidemment, les gros leviers sont politiques et économiques. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, je reviens là-dessus pour un aspect peut-être maintenant que vous allez un peu moins, ou qui est moins mentionné. Donc ça, l'augmentation du CO2, je vous l'ai dit, c'est les émissions. Sur les 40 milliards de tonnes, une grosse partie, c'est la combustion des énergies fossiles, carbone, charbon, pétrole, gaz. Tout ça pour faire tourner notre économie, pour nous chauffer, pour nous déplacer. L'autre partie, c'est la déforestation. Ce n'est pas négligeable. C'est pour faire de la place, pour cultiver autre chose, notamment du soja ou autre, pour nourrir les animaux en particulier. Donc, le total, c'est à peu près les 40 milliards de CO2. Et le point intéressant, c'est que si on regarde cette courbe, on peut calculer de combien ça augmente par an. Et on trouve que dans l'atmosphère, ça augmente de 18 par an. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 années d'études pour voir que quand on fait la somme ici, ça ne correspond pas à ce qui est là. Ça veut dire que tout ce qu'on émet n'est pas dans l'atmosphère. Et là, on se dit, waouh! Ouais, chic alors. Parce que ça veut dire que ça pourrait être bien pire. Et en fait, on devrait avoir 2 fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, on devrait déjà être à 3 ou 4 degrés au-dessus du pré-industriel, c'est-à-dire dans une terre en surchauffe. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas? Eh bien, ce n'est pas le cas parce que le carbone, alors, ça ne disparaît pas, il ne part pas dans l'espace interstellaire, donc il passe dans ce qu'on appelle des puits. Et il y a 2 grands puits sur la planète, un qui est terrestre, c'est la biosphère terrestre, donc ce sont on va dire pour faire simple, la végétation et les sols, et puis un deuxième puits qui est l'océan. Si vous voulez vous rappeler ça, et notamment des chiffres, là c'est le détail, mais vous pouvez grossièrement vous rappeler que quand on met 1 de CO2 dans l'atmosphère, quand on émet 1, il y a la moitié qui reste dans l'atmosphère, et l'autre moitié, elle part dans les puits, et c'est à peu près moitié-moitié. Donc, la moitié reste, 1/4 dans la biosphère terrestre, 1/4 dans l'océan. Donc, en fait, ces puits, pour nous, c'est une chance. Et donc, quand on fait des projections pour savoir sur les émissions où on va, il faut tenir compte, évidemment, des puits. Et pour tenir compte des puits, ça suppose de savoir comment ils marchent, comment ils fonctionnent.
Et c'est là où on travaille beaucoup. Et donc moi, comme je suis océanographe, je travaille sur le puits océanique. Et donc ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment l'océan absorbe ces milliards de tonnes de CO2 par an et qui nous aide à lutter contre le changement climatique. Alors, pour faire ça, on peut faire ça très simplement pour l'océan à partir d'un petit schéma. Donc là, je vous ai fait un petit schéma de l'océan. Il y a l'atmosphère qui est au-dessus et l'océan, on peut grossièrement considérer que c'est deux boîtes. Il y a une boîte, la boîte claire, là, c'est la boîte de surface. 0,100 mètres, elle est très fine. C'est la boîte qui est éclairée par le soleil et donc qui est un peu chaude. Et donc, elle est plus légère, elle est en surface. Et puis, il y a tout le reste. Et tout le reste, en moyenne, l'océan, c'est 4000 mètres. C'est la grande boîte en dessous. Très grande. La boîte de surface, petit volume. La boîte dessous, très grand volume. Et puis, au fond des océans, vous avez les sédiments. Avec ce petit schéma, en fait, on peut comprendre comment l'océan absorbe du carbone. Le CO2, il est dans l'atmosphère au départ, c'est là qu'on le met. D'accord ? Donc, comme c'est un gaz, comme tous les gaz, il se dissout dans l'eau. Et il se dissout, il en dissout une certaine quantité, c'est la solubilité. Au bout d'un certain temps, c'est à l'équilibre, il a dissous ce qu'il a pu. Quand c'est froid, il en dissout un peu plus que quand c'est chaud. Et comme le volume là, de cette boîte, elle n'est pas épaisse, la boîte, le volume il est petit, on ne peut pas dissoudre beaucoup là-dedans. Et en tout cas, on ne peut pas dissoudre des milliards de tonnes. Donc, c'est le début de la pompe, c'est le début du puits, mais ça ne peut pas être le puits. Le grand réservoir, il est dessous. Et donc, pour que l'océan capture du CO2, il faut qu'il le dissolve, ça c'est naturel, mais après, il faut qu'il soit entraîné dans la boîte du fond. Et donc là, en fait, s'il est là, il est stocké pour à peu près 1 an. Par contre, si on le fait descendre, par exemple par des courants, les courants océaniques, à certains endroits font descendre l'eau, eh bien là, on peut stocker du carbone pour beaucoup plus longtemps. Si on le fait descendre dans les 1000 premiers mètres, il va être stocké à peu près pour 10 à 100 ans. Si on l'envoie plus profond, il va être stocké environ pour 100 à 1000 ans. 1000 ans, c'est le maximum. Pourquoi ? Parce que l'océan, c'est une grosse machine à mélanger et qu'à un moment, il va bien finir par ressortir. Donc 1000 ans, c'est le temps de mélange maximum de l'océan. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la pompe physique, donc c'est la circulation océanique. C'est ce phénomène-là qui capture du carbone anthropique, le carbone qu'on met dans l'atmosphère, le puits de carbone, c'est ça, dissolution, circulation. Ce n'est pas le seul mécanisme qui capture du carbone dans l'océan. Il y en a un autre, c'est un mécanisme qui est le même que celui du puits terrestre, c'est-à-dire que dans l'océan, vous avez vu les microbes hier, là, dans le film, ils étaient sur la peau, dans l'intestin, ils sont partout, et ils sont dans l'océan. Et dans l'océan, il y a une catégorie de microbes qu'on appelle le phytoplancton, qui fait de la photosynthèse, donc qui transforme en fait le CO2 en matière organique. Matière organique, c'est nous, c'est des sucres, des protéines. Et donc, ça fait disparaître du CO2, ça le met sous forme de carbone organique. Donc on pourrait dire que ça stocke du carbone. Sauf qu'il y a d'autres micro-organismes, dont vous avez aussi entendu parler hier, qui font exactement l'opération inverse, c'est les bactéries. Les bactéries, elles mangent le carbone. Si vous êtes enterré, au bout d'un certain temps, vous n'êtes plus là parce que les bactéries vous auront digéré. Eh bien, en quoi elles vous ont digéré ? Elles ont pris la matière organique et elles l'ont remise sous forme de CO2. Donc en fait, là, à l'échelle d'une saison, par exemple, il n'y a pas de stockage du carbone parce que tout ce qui a été pris là par photosynthèse est remis là par respiration. Donc pour que ça pompe du carbone, même chose, il faut l'envoyer au fond. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une petite partie des organismes qui va mourir et qui va échapper aux bactéries parce qu'il va couler. Et donc, il y a une partie du carbone qui coule. Et s'il coule,
eh bien là, il est stocké, parce qu'il est séparé. Alors, il y a encore des bactéries qui vont faire le job ici, elles sont partout, mais elles vont remettre du CO2 là, et c'est la boîte du dessous, donc c'est stocké. Même chose, si le carbone est là, c'est 10-100 ans, si vous allez plus bas, c'est 10 à 1000 ans. La grosse différence avec la pompe d'avant, c'est que là, il y a une toute petite partie des particules qui vont au fond. Et c'est ces particules-là qui forment le sédiment. Et pourquoi c'est très important ? Eh bien parce que là, le carbone qui est au fond, il y est pour des millions d'années. Pourquoi des millions d'années ? Parce qu'avant qu'il puisse retourner dans l'atmosphère, il faut que le sédiment il trouve un chemin vers l'atmosphère. Et les chemins, ils sont géologiques. Par exemple, dérive de la plaque, subduction, volcanisme. Ça prend des millions d'années. Donc, ce circuit qui constitue la pompe biologique, c'est un stockage du carbone sur le très long terme. Alors actuellement, il ne nous aide pas beaucoup. C'est une idée un peu difficile à admettre, mais on en reparlera après. Mais je voulais attirer votre attention sur un autre point. Là, c'est millions d'années. Une toute petite partie de ces sédiments-là vont avoir une transformation un petit peu spéciale et vont devenir le carbone qui est appelé fossile, c'est-à-dire dans l'océan du gaz et du pétrole. Et là, ça doit un peu tourner dans vos neurones et vous devez commencer à comprendre d'où vient le problème qu'on a. C'est que ce qu'on a fait depuis 200 ans, c'est prendre le carbone donc, qui est sous forme de pétrole et de gaz, j'ai perdu la souris, voilà, qui est là, et on le met direct dans l'atmosphère, ici. Et donc, on fait ça en 200 ans. Circuit naturel, des millions d'années, circuit perturbé par l'homme, 200 ans. Il ne faut pas être surpris que ce circuit-là, tout ça, qui est un circuit naturel, ne réagit pas complètement à cette perturbation. Il réagit, parce que les puits ont réagi, mais pas complètement, et donc il y a un excès de CO2 qui reste là-haut et qui nous pose problème. Donc on a un problème en fait de perturbation. Ce qu'on fait, c'est qu'on perturbe un circuit naturel sur des échelles de temps qui ne sont pas les bonnes. Bien, donc grossièrement, les puits de carbone dans l'océan, ça marche comme ça. Le puits important pour le carbone anthropique qu'on émet, c'est le puits physique. Le puits biologique, il est très important. Pour l'instant, il dort du point de vue de la perturbation. C'est-à-dire que c'est comme si, depuis 200 ans, les micro-organismes qui sont dans l'océan n'avaient pas percuté que le CO2 augmentait dans l'air et qu'il augmente d'ailleurs dans l'eau. Alors pourquoi ils n'ont pas réagi ? C'est tout simplement parce que leur croissance ici, elle ne dépend pas du CO2. C'est-à-dire que vous pouvez leur mettre plus de CO2, ce n'est pas pour ça qu'elles poussent mieux. Et pourquoi ? Parce qu'elles dépendent d'autres choses. Elles ont besoin d'autres éléments, comme on n'est pas fait que de carbone. On est fait d'azote, de phosphore, et puis on a besoin de plein de petits éléments pour faire fonctionner la machine, notamment par exemple du fer. Et en fait, selon les régions de l'océan, soit elles n'ont pas assez d'azote, soit elles n'ont pas assez de phosphore, soit elles n'ont pas assez de fer, soit elles n'ont pas assez de lumière d'ailleurs. Et donc ce qui fait que vous pouvez leur mettre plus de CO2. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne changera pas. Mais actuellement, la pompe biologique ne nous aide pas beaucoup pour lutter contre le changement climatique. Elle fait son job habituel, on va dire. Donc, tout ça pour dire que l'océan joue un rôle majeur, et ça, c'est les mécanismes qui font que ça absorbe du carbone. Alors, la dernière partie de ce que je voulais partager avec vous, c'est que il y a une idée qui a germé dans certains cerveaux, c'est que actuellement les puits de carbone, ils absorbent la moitié des émissions. Pourquoi ils n'en absorberaient pas un peu plus, voire beaucoup plus ? Et s'ils en absorbent beaucoup plus, ça veut dire que on en aura moins dans l'atmosphère, et donc on lutte contre le changement climatique. D'où l'idée d'aller voir si on ne peut pas faire quelque chose avec les puits de carbone. Alors, ce n'est pas une idée
qui est juste une idée de farfelu. Je reviens sur la courbe des émissions. Alors, c'est des travaux du GIEC, c'est des choses tout à fait sérieuses. Ça, c'est les émissions actuelles, et puis ça, c'est les courbes pour arriver à moins de 2 degrés à la fin du siècle. Donc, vous voyez, ce qu'on disait, il faut réduire tout de suite, très vite. Sauf que le zéro émission, il est là. Et vous voyez que les courbes, elles passent sous le zéro. Donc, c'est ce qui s'appelle d'un nom totalement barbare les émissions négatives nettes. Ça veut dire très simplement que même si on réduit dramatiquement les émissions, à un moment, notamment dans la deuxième partie du siècle, il va falloir en plus retirer du carbone qui est déjà dans l'atmosphère si on veut atteindre ça. Alors, c'est des émissions nettes. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que d'abord, il n'y a pas que le CO2 qui est un gaz à effet de serre. Et la deuxième idée, c'est qu'on ne fera jamais zéro émission de CO2. Il y a des modes, par exemple, si vous pensez à l'avion à la fin du siècle, je pense que personne n'imagine des avions qui seront sans propulsion carbonée, ou en tout cas pas complètement. Donc, il reste forcément des émissions de CO2, et donc il faut les compenser. Donc, l'idée qui est derrière ces émissions négatives, c'est de capturer du CO2, et donc, en fait, soit d'augmenter les puits qui existent, soit d'en faire de nouveaux. Et donc, l'objectif, et ça s'appelle, alors, d'un nom qui est discutable, ça s'appelle la géo-ingénierie climatique. Donc, on veut manipuler le climat. L'idée, manipuler le climat, c'est pas retirer 3 grammes. Il faut retirer massivement du CO2 de l'atmosphère pour atténuer le changement climatique. Alors la question, il y a 2 questions. 1, est-ce que c'est faisable? Et 2, est-ce que c'est raisonnable? Donc, je vais parler de la première et on pourra discuter de la deuxième. Donc, augmenter les puits ou utiliser les puits, une idée des plus simples, c'est de regarder la nature et puis d'essayer de tourner les boutons. Alors, en fait, ça se fait déjà. Alors, pas sur le puits océanique, mais sur le puits terrestre. Et la manière la plus simple, c'est de faire quoi? Oui, reforester. Alors, reforester, remettre de la forêt là où il y en avait, ou en mettre là où il n'y en avait pas. Voilà. Alors, c'est par exemple, si vous prenez l'avion et que vous voulez avoir bonne conscience, vous savez que vous pouvez mettre 10 ou 20 euros pour planter 3 arbres. Voilà. Bon, OK. Donc, c'est une première approche de l'augmentation des puits de carbone. Donc, là, je vais vous donner, dans l'océan, vous avez vu les mécanismes. La physique, on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire. Par contre, sur la pompe biologique, il y a tellement de choses, c'est de la biologie, on peut penser, c'est de la croissance des micro-organismes. Donc là, on se dit, il y a peut-être plein de boutons, on pourrait peut-être en tourner certains. Et effectivement, il y a des idées, donc ça c'est un petit peu le schéma que j'utilise, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est mettre des techno-ingénieurs là-dedans et qui essayent avec leur clé à molette de tourner ou de changer un petit peu les flèches ou les boîtes. Alors, une idée des choses, c'est par exemple, dans l'océan, il n'y a pas que les micro-organismes qui font la synthèse, il y a aussi des macro-organismes, il y a les macro-algues, par exemple. Donc l'idée, c'est de faire des fermes immenses de macro-algues pour piéger le carbone dans de la matière organique. Donc là, voilà, c'est ce qui est symbolisé ici. Alors tout ce que je vais vous montrer là, ça n'existe pas. C'est des dessins, ça vient d'un... Je vous le donnerai après, c'est Ocean Vision, c'est un consortium américain. Donc voilà, vous pouvez faire des grandes fermes de macro-algues, mais une fois que vous avez fait ce carbone, vous ne pouvez pas le laisser là, parce que si vous le laissez là, les bactéries arrivent, remettent tout ça sous forme de CO2. Donc il faut en faire quelque chose pour qu'il soit stocké. Alors là, il y a plusieurs idées. Vous pouvez envoyer
Toutes ces macroalgues, vous les mettez dans les sacs et vous les mettez au fond de l'océan, 4000 mètres, donc vous les mettez sur les sédiments. Bon. Une autre idée, c'est que vous les amenez à terre, et comme c'est de la biomasse, eh bien, vous pouvez en faire de l'énergie, c'est-à-dire vous brûlez par exemple la biomasse. Alors vous me disiez, c'est stupide, parce que si vous brûlez, vous remettez du CO2, mais à ce moment-là, vous mettez une technologie qui capture le CO2 tout de suite. Donc là, vous avez le CO2, mais vous le mettez où? Eh bien, après, vous trouvez un endroit pour essayer de le mettre, par exemple, dans des stockages souterrains. Par exemple, les poches de gaz ou de pétrole d'où il est venu, vous essayez de le remettre là. Bon. Donc, il y a des idées qui circulent pour essayer de faire un circuit artificiel qui, en quelque sorte, essaye d'imiter les processus naturels. Ça, c'est avec les macroalgues. Vous pouvez essayer de faire la même chose avec les microalgues. Donc, je vous ai dit, dans certaines régions, ça manque de phosphore, de fer ou d'azote. Vous allez dans ces régions, vous ajoutez massivement les éléments qui manquent. Donc là, vous allez faire des grandes quantités de microalgues. Et même chose, alors soit vous laissez faire la nature pour que ça fasse la même chose, qu'ils coulent, qu'ils aillent au fond, soit vous les récupérez et vous faites de la biomasse, vous les envoyez. Vous pouvez aussi faire ces microalgues, mais dans des fermes à terre. Et puis là, pareil, alors il y a des idées aussi pour utiliser le carbone pour en faire des plastiques, même si on n'en veut pas, ou pour l'enfouir quelque part. Bref, il faut de toute façon capturer le CO2 par un moyen ou un autre et puis le mettre quelque part. Ça, c'est des techniques plus ou moins biologiques. Il y a des aspects beaucoup plus chimiques. Donc là, on touche pas du tout à la biologie. Le CO2 dans l'océan, il est en équilibre avec des carbonates. C'est une chimie un peu compliquée. Donc l'idée, c'est que si vous mettez des carbonates dans l'océan, vous allez pouvoir piéger plus de CO2. Les carbonates, c'est quoi? C'est du calcaire, on va faire simple. Donc là, vous avez par exemple une falaise. Donc l'idée, c'est de prendre ces falaises, de les réduire en poudre et d'aller injecter cette poudre dans l'atmosphère, dans l'océan. Ça piège le CO2. L'océan devient plus alcalin, il capture plus de CO2. On peut faire aussi il y a imaginé aussi des aspects totalement industriels. En fait, avec de l'électricité, on peut électrolyser l'eau de mer. Ça revient un peu à la technique d'avant, elle devient plus basique, elle va capturer plus de CO2. Et ça, voilà, c'est une vue, on va dire, de science-fiction, d'une usine qui ferait ce genre de job. Et je pourrais continuer la liste relativement longtemps. Il y a pas mal d'idées. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on en est avec ces idées? Donc pour un peu essayer de répondre à la question, retirer massivement du carbone de l'atmosphère grâce à l'océan, est-ce faisable? Sur le principe, oui. Les idées qui sont là, on connaît les mécanismes. Sur le principe, il n'y a pas d'objection majeure à ce que ça fonctionne. La question, c'est que ça a besoin d'être fait à des échelles très grandes pour que ça soit effectivement efficace. Et donc actuellement, au mieux, pour ces techniques, vous avez des démonstrateurs. Des démonstrateurs qui vont stocker, quelques centaines de kilos, quelques tonnes dans le meilleur des cas. Vous vous rappelez qu'on est sur des milliards de tonnes. On n'est pas à l'échelle. Donc, technologiquement, pour l'instant, le trou, le gap, comme on dit en anglais, il est énorme. Il n'y a pas de technologie mature pour être à l'échelle qui est nécessaire. Donc il y a ces aspects-là. Et puis après, il y a tout l'aspect est-ce raisonnable? Et bon, ça, je pense que c'est une discussion qui dépasse largement l'aspect purement technique. Il y a plein de questions qui se posent à ça. Est-ce raisonnable? Vous avez vu, par exemple, les techniques qui sont basées sur la manipulation du vivant. Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on ne veut pas faire ça? Pour que ça soit efficace, il va falloir manipuler l'océan sur des échelles qui sont extrêmement importantes. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on ne veut pas faire?
Quels sont les effets secondaires? Parce que, ok, on va réussir peut-être à piéger du CO2. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Quels sont-ils? Tout ça, c'est des questions ouvertes qu'il faut absolument traiter. Il y a tout un autre groupe de questions qui est, comme c'est des techniques qui vont affecter des très grandes régions et au final, le climat entier de la planète. Une des questions, c'est qui décide? Qui décide qu'on peut mettre ou qu'on doit mettre en route ces technologies? Il ne s'agit pas de juste modifier le bassin d'Arcachon. Là, ça pourrait se gérer en local. Il s'agit de modifier des choses à l'échelle planétaire. Donc, qui décide? Quel mécanisme? Et puis après, il y a un point qui est un peu technique et industriel aussi, mais vous avez vu, toutes ces techniques, il faut des bateaux, il faut des usines, il faut des carrières selon la méthodologie. Tout ça, pour faire fonctionner ça, il faut de l'énergie. Elle vient d'où cette énergie? Si c'est une énergie qui est carbonée, ok, c'est pas la peine de commencer, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir des énergies décarbonées avant de se lancer là-dedans, pour être sûr que le bilan il soit positif. Donc, écoutez, je vous laisse avec ces questions ouvertes. De rien. Alors, reste là. Oui. Alors, vous savez qu'on aura le PowerPoint. Comme oui, on n'a pas pu le mettre avant dans la clé qu'on vous a remise, vous l'aurez par WeTransfer. J'espère que vous savez tous télécharger en WeTransfer, parce qu'on mettra le PowerPoint corrigé, le diaporama corrigé d'Ali et de Jean-Paul. On en a un dans la clé, mais qui n'est pas le définitif. Celui de Daniela. On mettra celui de Daniela Banoro, et puis d'autres qu'on aura au fur et à mesure, qui viendront compléter. Alors les questions, vous savez qu'il y a la maîtresse du temps, donc qui c'est qui veut la parole, le premier là? Monsieur Chassot. Tu veux pas t'asseoir? Vas-y, voilà. C'est bon. Toi qui réponds. Ah. Vas-y, toi. Non, c'est bon. Mais autrement, je vous entends. Ah, ça semble aller, oui, excusez-moi. Mais comme je vais être très bref, c'est pas grave. On évoque beaucoup la biomasse. La biomasse, c'est très vaste, mais beaucoup d'écolos, je veux dire, pensent utiliser la biomasse pour faire de l'énergie. Pour moi, c'est un non-sens. Enfin, ça n'aggrave pas la situation, mais quand on utilise de la biomasse pour faire de l'énergie, on émet des gaz à effet de serre. Alors on dit, ben oui, mais on en a capté pour la fabriquer, donc c'est pas grave. Mais en fait, ça n'aggrave pas la situation, mais ça ne l'améliore pas non plus. Non, oui, c'est exact. C'est pour ça que, en fait, dans les techniques de stockage, enfin de géo-ingénierie, celles qui utilisaient la biomasse envisagent l'étape supplémentaire, c'est que lorsqu'on fait la production d'énergie, par exemple, à partir de la biomasse, il faut capturer le CO2 tout de suite. Sinon, effectivement, on a fait un bilan qui est au mieux net, voire... mais c'est probablement... Alors, pas dans l'océan, hein, mais je ne vous ai pas parlé de tout l'aspect terrestre parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrestre aussi, notamment... on a parlé de la reforestation, il y a tout ce qui est la gestion des sols. Un sol, c'est un gros puits de carbone. Il y a la protection des puits naturels. Et puis, il y a cette idée de biomasse terrestre. Et s'il y a une technique qui va peut-être émerger, enfin, sur laquelle je parie un peu qu'elle émerge, c'est celle-là. C'est celle de la biomasse, énergie, capture. Parce qu'elle satisfait aussi un de nos vices, hein, qui est celui de toujours vouloir de l'énergie. Et donc, voilà. Alors, c'est bon. Alors, il y a Jean-Yves devant, un micro devant, et peut-être... et après, j'ai noté les deux mains, là, vous inquiétez pas. J'ai même vu celle de Bati qui ne s'est pas encore levée, ouais. Garde quand même ça. Oui. Allez, vas-y, Jean-Yves. Oui, j'ai juste une question. Vous ne nous en avez pas parlé, mais j'ai vu que vous étiez spécialisé dans l'étude de l'océan austral. Il y a une expérience qui est un peu médiatisée depuis quelque temps. C'est ce que va faire Jean-Louis Etienne dans son bateau un peu spécial. Là, enfin, bon. Et alors,
autour de ça, bon, moi, j'y connais rien dans le domaine. Ce que j'ai cru comprendre dans le discours de Jean-Louis Etienne, c'est que, en fait, ce qui justifie son expérience et l'argent qu'on met dedans, c'est que les connaissances actuelles sur l'océan austral, notamment, seraient extrêmement pauvres. Donc, en fait, 80% de ce qui s'y passe, on ne saurait pas. Alors, voilà. Donc, ma question est, est-ce que c'est vrai que vous ignorez à peu près 80% de ce qui se passe dans l'océan austral? Ce qui veut dire ce que vous avez présenté peut-être douteux, non? Merci. Ouais, alors je vais vous répondre. Jean-Louis Etienne, bon, c'est un aventurier, hein, il a fait des choses assez incroyables du point de vue, on va dire, voilà, un peu sportif, aventure. Je connais son histoire de PolarPod depuis le début, parce que je suis un des premiers qui a un peu soutenu son idée, parce que quand il a eu cette idée, bon, le PolarPod, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de grande bouée dérivante, de 80 mètres de haut, qui devrait dériver autour de l'océan austral. Et il est venu voir les scientifiques, on a discuté avec lui, on a dit c'est intéressant, parce que ça nous permettrait d'avoir des données qu'on n'a pas facilement, parce que nous, on travaille dans l'océan austral avec des bateaux, le Marion Dufresne, on y va quelques semaines. Il y a des périodes où on ne peut pas y être, notamment l'hiver, donc on a dit pourquoi pas. Et on a développé le projet un peu scientifiquement. Pour être complètement clair, je suis en froid avec Jean-Louis Etienne depuis quelque temps pour un détail. C'est que, bon, sur l'aspect scientifique, je pense qu'il exagère, hein, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de choses sur l'océan austral, mais il vend son projet. Et ça permettrait de faire des choses qu'on ne connaît pas, hein, notamment l'hiver. Ce pourquoi je suis en froid avec lui, c'est que tout simplement, un des sponsors du PolarPod, c'est Total. Donc voilà, on s'est un peu chauffé et je suis parti parce qu'il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison sur ce sujet. Voilà, donc voilà, bon, il fait ce qu'il veut et nous on fait ce qu'on veut. Donc on est un certain nombre de collègues qui pensons que, enfin, avec les discours qu'on a sur le changement climatique, laisser le pétrole là où il est, laisser le gaz où il est, réduire les émissions, puis d'un autre côté aller prendre l'argent de Total pour aller faire nos mesures, il y a quand même un sacré paradoxe. Donc on a... Alors tous les collègues ne partagent pas, et moi je respecte les collègues qui pensent autrement, hein, ce n'est pas le problème. Mais voilà, donc avec Jean-Louis Etienne, et quand il dit qu'on ne connaît rien, bon, je lui laisse ça. Donc le projet n'est toujours pas finalisé parce qu'il y a d'autres problèmes derrière, probablement budgétaires. Alors le micro, tu le passes à Agatha. Oui, alors sur 2 points. Le point de vue terrestre, on va dire, avec un exemple typique, notamment de ma région, par exemple ArcelorMittal, et la centrale thermique de Gardanne, où le projet justement lié à la biomasse et à l'émission de CO2, même si c'est de la biomasse, fait que leur projet est bien entendu de récupérer, de capter le carbone pour en faire autre chose, de capter donc le CO2 pour en faire autre chose, notamment chauffer la ville en hiver, par exemple, il y a plusieurs. Et le projet est réalisable. La volonté politique et économique n'y est pas. La deuxième chose, ArcelorMittal, lors justement de la baisse de CO2 liée au Covid, ils ont eu quand même 800 millions d'euros de subventions pour améliorer les sorties, parce que la scierie, évidemment, c'est une industrie qui donne beaucoup de CO2. 800 millions d'euros pour faire des pièges à carbone à la sortie des cheminées, et des pièges à carbone qui en plus peuvent produire du pétrole synthétique, etc. Ces 800 millions d'euros sont passés chez les actionnaires, volonté politique. Sur le deuxième aspect des océans, déjà en premier lieu, il faudrait peut-être un peu voir le problème des super-tankers, des super porte-containers qui marchent tous au pétrole, et même des bateaux de plaisance, enfin des bateaux, des monstres là, qui ruinent tout. Donc ça aussi, c'est aussi un double problème. Je veux dire, avant de commencer à l'envers, commencer à l'endroit, c'est-à-dire commencer à agir sur ce qu'on peut vraiment agir, tant au point de vue économique et politique.
Je partage votre avis. Je pense que la priorité, c'est la réduction des émissions et un des dangers de l'approche géo-ingénierie, donc de laisser penser c'est de laisser penser qu'il y a une solution techno-industrielle à un problème qui a été créé par la techno-industrie. Et ça, c'est effectivement le risque pour les politiques, c'est de dire ok, c'est pas la peine de trop freiner sur les émissions, parce qu'on va gérer le problème. Et ça, c'est effectivement une des facettes de la géo-ingénierie qui est problématique aussi, c'est-à-dire l'intention. Ouais. Alors, en prolongement de ce que vient de dire Lucien, il y a 3 grandes unités thermiques en France, Gardanne, Cordemais aujourd'hui, et puis une autre à Saint-Avold dans l'Est. Et nous, à Cordemais, l'idée, qui est celle des salariés, non celle du propriétaire, qui est EDF, c'était de récupérer les boîtes catégorie 2 qu'on trouve dans les déchetteries, c'est-à-dire tout ce qu'on jette, les meubles, etc., tout ce qui est pollué, pour finir, par différentes colles, résines et tout ce qu'on voudra, sachant qu'aujourd'hui, cette quantité de volume de boîte catégorie 2 permettrait de remplacer le charbon, qui en volume, sur une durée très longue. Et donc, il a donc été décidé de fabriquer de la biomasse, on peut dire, en broyant ce bois pour faire de la pellet. On va mettre dans les fours qui accueillaient le charbon, on va brûler, pour, distille, donc brûler, et brûler au passage une partie des polluants, de récupérer le CO2, et au final, de nourrir les algues qu'on aurait produites sur site pour faire du gaz naturel. Alors, compte tenu de ce que vous nous dites, j'aurais bien aimé avoir votre sentiment sur cette faisabilité au moins. Moi, je ne suis pas un ingénieur, et donc c'est toujours délicat de donner une opinion. Je pense que tout ce qui est fait pour éviter les émissions est quelque chose qui est utile. Après, on ne sortira pas de cette difficulté-là sans changer quand même massivement les modes de vie et les modes de fonctionnement. C'est évident. Parce que vous avez vu les courbes, dès que l'activité économique chute, le CO2 chute. Si vous verrez sur le PowerPoint, j'avais rajouté 2 petites diapos que je ne vous ai pas montrées, mais qui sont parce que souvent, quand je fais ces présentations-là, bon, dans votre public, ce n'est pas le cas, mais il y a toujours un ou une ou deux climato-sceptiques ou dénialistes qui mettent sur le tapis les histoires notamment de l'augmentation de la population et du CO2, en disant on est de plus en plus nombreux, les 2 courbes se suivent, donc c'est lié. C'est faux. C'est faux. Parce que les émissions, c'est une toute petite fraction de la population. Donc, aller sous-entendre que c'est parce qu'il y en a qui sont trop nombreux qu'on a le problème, c'est quand même un peu fort de café. Donc, je vous ai mis sur le PowerPoint, ou si vous voulez la passer, c'était... c'est juste là. Ah oui, je peux. Ah oui, ça, j'ai... Ah, c'est pas grave. En bas à gauche. Voilà. Ça, je vous ai mis ça parce que ça remet un peu dans le contexte qui est responsable. Et donc, ça, c'est en pourcentage, chaque année, depuis le début de la révolution industrielle, quels étaient les pays qui émettaient du CO2. On ne parle pas de quantité, on parle de pourcentage. Eh bien, au début de la révolution industrielle, en 1850, en fait, c'était les Anglais, parce que c'est là que ça a démarré. Et puis, si on regarde aujourd'hui, on voit la Chine, mais un petit peu, les USA et l'Europe surtout. Et tous les autres, là, si on enlève donc les 4 là, c'est-à-dire tout le reste,
c'est 20%. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué aussi les négociations sur le climat, c'est parce que tous ces gens-là, ils n'ont rien mis dans l'atmosphère. Hein. Les Chinois, c'est pareil. Les Indiens, c'est pareil. Donc, qui a mis du CO2 ? Les USA, les Européens. Et on inclut dans les Européens les Anglais. Hein. Et le reste, et ils subissent. Hein. Donc, ça, c'est une autre façon. Parce que tous ces chiffres d'émissions, vous pouvez les regarder de plein de façons. Et donc, ça, c'est par habitant sur les 60 dernières années. Donc, vous voyez que par habitant, les champions, c'est évidemment les USA. Les Russes étaient très bien jusqu'à, évidemment, la dislocation de l'URSS. Et puis, après, on trouve le Japon, l'Europe. Et effectivement, maintenant, la Chine, par habitant, est arrivée à peu près au niveau des Européens. Bon, ils sont très nombreux, donc ça fait des émissions qui ne sont pas négligeables. Les Indiens, je veux dire, c'est rien par habitant. 1,4 milliard, c'est moyen. Et en Europe, donc en Europe, on est là. Hein. Donc, ce qui est... différence en Europe. Les éléments qui passent pour être écolo. Oui, après, bon, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces chiffres-là sont disponibles et tous ces graphes, tous ces courbes sont disponibles de manière très simple. Hein. C'est soit vous allez sur le GIEC, soit c'est quelque chose qui s'appelle le carbone budget. C'est fait tous les ans. C'est des scientifiques qui font le budget de carbone dans le monde. Et ils mettent les chiffres sous toutes les coutures, ils présentent ça sous toutes les formes. Ça met en perspective, et c'est ce que je veux juste attirer votre attention, c'est faire attention quand on vous montre une courbe, voilà, regardez bien, et puis il y a d'autres façons de regarder les chiffres. Hein. Donc voilà, il faut les regarder de multiples façons avant d'avoir des jugements péremptoires. Juste une précision, c'est y compris avec la correction du carbone émis par les importations. Oui, alors là, il faudrait que je vérifie. Par contre, vous avez complètement raison d'attirer, parce que c'est aussi une façon... Je n'ai pas mis le graphe, mais évidemment, la question, c'est est-ce que ces chiffres sont corrigés du carbone qui est importé ? C'est-à-dire que quand moi, j'achète un électroménager dont 90% des pièces ont été fabriquées en Chine, est-ce que le carbone, il appartient aux Chinois ou est-ce qu'il m'appartient ? Évidemment, et le transport en porte-conteneurs. Donc maintenant... pareil, sur le carbone budget, vous avez des cartes qui montrent les mouvements de carbone. Combien de milliards de tonnes ou de millions de tonnes va passer de tel pays à tel pays et dans quel sens ? Et donc, c'est effectivement un point aussi qui est très important, parce que si pendant des décennies, on a fait fabriquer nos produits ailleurs avec les émissions qui sont comptées pour ces pays, ce n'est pas la même chose que de dire « Ah non, mais ou en tout cas, une partie de ces émissions, elles nous appartiennent ». Oui, vous en avez fait état dans un des graphiques que vous nous avez présenté. Les émissions volcaniques dont on reparle aujourd'hui, notamment parce qu'il y a un nouvel épisode en Islande, au-delà des poussières, c'est quoi la pollution carbonée ou des émissions, et y compris les émissions souterraines? Vous nous avez montré les sédiments. Quand il y a ces gigantesques éruptions volcaniques souterraines, qu'est-ce qui se passe au niveau du puits? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Pour ce qui est du climat et des émissions massives, enfin des grandes émissions de grands volcans, comme par exemple le Pinatubo ou d'autres, on sait que ça a un effet sur le climat, c'est un effet refroidissant parce que ça met des aérosols dans l'atmosphère et que ces aérosols font écran et donc ça refroidit. On sait que ça peut refroidir en moyenne le climat de plusieurs dixièmes de degrés sur 1 ou 2 années. C'est vrai. Hein. Je fais juste un petit aparté, c'est qu'une des techniques de géo-ingénierie, là je vous ai parlé de la géo-ingénierie qui consiste à manipuler des puits de carbone. Mais il y a pire. Hein. Il y a la géo-ingénierie qui consiste à ne pas toucher au carbone, mais à gérer le problème de la température. C'est-à-dire, on ne fait rien sur le carbone, mais on va essayer de faire en sorte que la température n'augmente pas trop.
Et là, il y a des idées, notamment, qui consistent à imiter l'émission volcanique, c'est-à-dire à disperser dans la haute atmosphère des microparticules, en fait du soufre, hein, pour faire écran, et donc pour baisser la température de la planète. Donc vous voyez que encore quand on parle des émissions, enfin des budgets, des puits de carbone, leur manipulation, ça peut paraître assez horrible. Il y a bien pire encore. Hein. Alors oui, donc par contre sur le CO2, je pense que ça n'a pas de, les quantités émises sont pas. J'avais une autre question toujours sur ces questions d'émissions, puisque vous êtes, vos recherches s'orientent sur l'Arctique, hein, c'est ça? Antarctique. On nous parle beaucoup de la fonte de la banquise, des glaciers, tout ça. Moi, on nous a beaucoup parlé de la fonte des permafrost et moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était les matières organiques qui tout d'un coup s'agitaient et produisaient énormément de gaz. Ce dégel et cette réactivité du permafrost, est-ce que c'est des éléments qui vont accélérer encore plus les émissions de gaz carbonique, ou est-ce que c'est considéré aussi comme un puits de carbone ou quelque chose comme ça? Le permafrost, c'est du carbone qui est stocké et qui est gelé. Hein. Donc il est vraiment stocké, donc le fait de dégeler, ça le remet en quelque sorte dans le circuit, et ça le remet d'autant plus que vous remettez en marche tout l'aspect activité bactérienne. Et donc effectivement, ça va libérer, ou ça libère du gaz. Un des gaz qui est libéré, c'est pas tant le CO2 que le méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Hein. Donc effectivement, le dégel du permafrost est dans ce sens-là un problème. J'avais une dernière question, toujours liée à ces questions. Il est toujours dans les délais, là? Il est toujours dans les délais. Il y a toute une série de pétitions sur les réseaux sociaux pour s'opposer à l'exploitation sur les grands fonds marins de nodules métalliques ou de nodules. Ouais. Les projets de mise en activité les projets d'activité minière sur les grands fonds marins, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas des éléments de perturbation de tout ce que vous nous avez expliqué? Ouais, bon, disons, par rapport au problème du carbone, c'est autre chose. Je pense qu'aller prendre les minerais au fond, c'est pas autre chose, parce que c'est pour en faire quelque chose, donc faire fonctionner l'économie. Donc l'économie, il y a forcément des émissions. Mais bon, là aussi, hein, je ne suis pas spécialiste, donc ma réponse va être très basique. Mais les grands fonds marins, c'est des environnements extrêmement stables. Donc, parce qu'ils sont profonds, où il y a très peu de variations. Donc les écosystèmes qui sont là, parce qu'il y a du monde, hein, c'est pas parce que c'est très profond qu'il n'y a personne, entre guillemets, hein, toute perturbation là est forcément importante. Donc aller draguer ou creuser ces fonds, c'est pas neutre. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites. Je pense que notamment, je pense que l'IFREMER est sur ce sujet-là le bon interlocuteur, disons qu'ils sont impliqués des deux côtés. Mais en tout cas, il y a des recherches qui sont menées abondamment sur... et c'est une des priorités de connaître le fonctionnement de ces grands fonds. Mais il est peu probable qu'on ne peut pas exploiter ces grands fonds et ces nodules sans effets collatéraux. Alors, moi, j'avais une question qui est complémentaire à la deuxième ou troisième question de Jean-François sur le permafrost. Est-ce que des études ont été menées avant qu'il commence à dégeler sur le contenu au-delà du CO2 qui est à l'intérieur et du méthane? Est-ce qu'on sait, parce qu'il y a tout le... Alors, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une façon de faire peur? Est-ce que c'est une réalité? Au-delà de matériaux comme le gaz, des gaz à effet de serre, est-ce qu'en termes de virus, d'éléments fossiles de l'histoire de l'humanité qu'on n'a pas connus, puisque les sédiments sont constitués avant que l'espèce humaine apparaisse, est-ce qu'on a vu des choses dans des carottages ou pas?
L'article, c'est pas mon sujet, donc je vais botter en touche. Je sais pas. Par contre, je travaille sur le projet que j'ai, c'est sur la fonte, effectivement, des glaciers, mais côté Antarctique. Alors, c'est pas l'Antarctique, c'est Kerguelen. Kerguelen, c'est une île située à 50 degrés sud et elle est couverte par une calotte glaciaire, une partie. Cette calotte, c'est les glaciers qui fondent le plus vite en France. Ça fond à une vitesse hallucinante. Et donc on travaille là-dessus parce que, en fait, l'océan austral, donc une des raisons pour lesquelles la pompe biologique ne marche pas, c'est que ça manque de fer. Et à côté de Kerguelen, vous avez beaucoup de micro-organismes photosynthétiques. Et on a montré déjà, il y a maintenant une vingtaine d'années, que c'était parce qu'il y avait du fer, sauf qu'on ne sait toujours pas exactement d'où il vient. Et on pense que ce fer vient de la fonte de la calotte, c'est-à-dire que la calotte glaciaire érode la roche, emmène du fer dans l'océan, et ça soutient tout l'écosystème, y compris jusqu'aux oiseaux marins, les grands prédateurs. Et donc, on sait qu'à la fin du siècle, la calotte aura disparu. Catherine. Thierry, tu le portes, s'il te plaît. Mais non, Thierry, tu viens, après tu le récupères. Et donc, juste, je finis. Et donc, comme la calotte aura disparu à la fin du siècle, si c'est la source de fer, on se demande quelle est la conséquence pour l'écosystème, pour les éléphants de mer, les albatros, les manchots, etc. Juste une petite question. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir substituer la circulation sur Terre qui est très anarchique, notamment au niveau des camions, etc. Moi, j'habitais dans la vallée qui s'appelle la vallée de la Roya, où on se retrouve sur la ligne Barcelone-Gênes et on est submergé de camions. Est-ce que c'est une bonne idée de faire caboter tout ce transport entre Barcelone et Gênes, par exemple? Est-ce que ça ne va pas, c'est substituer, mettre d'un côté aller dans l'autre? Est-ce que c'est une bonne idée? La question, c'est est-ce que ça réduit les émissions? Voilà. Donc, si la réponse est oui, pourquoi pas? Mais là aussi, c'est pas ma spécialité. Enfin, je suis pas économiste, donc c'est toujours difficile. Mais il faut. Au niveau écologique, quoi. Au niveau. Après, il y a des questions enfin, les questions sont à la fois doivent être. Il y a le local et le global. Donc, quand on parle de réduction des émissions, en fait, on contribue à quelque chose de global. Après, les camions qui passent dans votre vallée, en dehors de leurs émissions, il y a des nuisances. Et ça, c'est un problème local. Donc, voilà. Mais tant que ce n'est pas en conflit, les deux, c'est bon. Là où ça commence à devenir difficile de prendre des décisions, c'est probablement quand faire des réductions, ça va localement impliquer des conséquences. Et ça, c'est là où il y a des débats qui peuvent être compliqués. Alors, il y a d'abord là... Moi, j'avais une très brève question, donc Ali est démarré. Comment dirais-je, d'abord merci pour l'exposé. C'est toujours extrêmement difficile, surtout dans la société contemporaine, de tenir un discours un tantinet rationnel sur quelque objet que ce soit, puisque aujourd'hui, malheureusement, la planète est traversée par une sorte de syndrome de relativisme culturel extrêmement excessif. Et donc ma question va être très, très courte. Il y a un concept, plutôt une notion qu'on entend régulièrement à propos du climat, c'est la notion de climato-sceptique. Quels sont les arguments en essayant non pas de porter un jugement de valeur, parce qu'ils ne sont pas que fous, c'est aussi une manière de percevoir, de se représenter à la fois la culture et la nature. Quels sont les tenants et aboutissants de ce type d'argumentation, donc que l'on dit être climato-sceptique? C'est très difficile de répondre parce que quand on n'est pas à leur place. Par contre, je peux te dire juste deux petites choses à ce sujet-là. Une première chose qui me paraît, qui a un côté très... Enfin, souvent, on me pose la question, est-ce que je suis pessimiste, optimiste, blabla. Et en fait, ma réponse, c'est, OK, j'ai une raison d'être optimiste, c'est en tout cas
quand je fais des interventions, et j'en fais depuis quand même de nombreuses années sur des sujets comme ça, devant des publics très variés, le nombre de gens qu'on pourrait classer dans la catégorie des climato-sceptiques a beaucoup diminué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une règle générale, hein. Je n'ai pas dit ça parce que je souscris à ce que vous avez dit. Mais disons globalement, en tout cas dans les gens qui viennent pour entendre parler du climat, on a beaucoup moins ça. Mais ça n'empêche pas, hein. J'étais à Banyuls il y a une semaine à faire une conférence qui ressemblait à peu près à celle-là. C'est une ancienne collègue scientifique qui est venue sur le terrain du climato-sceptique avec les arguments habituels. On a toujours connu des variations du climat, l'humanité a toujours su s'adapter, et blabla. Des choses qu'on peut démonter en 2 temps, 3 mouvements. Mais ça existe toujours et ça va. Donc la question, c'est le poids que ces gens-là ont par rapport à d'autres, et surtout le poids qu'ils ont là où les décisions sont prises. Parce que c'est ça qui compte, parce qu'entre nous, là, on soit tous d'accord, on est bien content, ok, c'est sympa, mais on n'a pas de gros leviers. Hein. Donc le poids de ces gens-là, c'est là que ça compte, et là, c'est là que c'est plus inquiétant. Mais après, qu'est-ce qui est dans leur tête en France, le climato-sceptisme, c'était, il y a quand même très, très virulent, il y a une vingtaine d'années, avec notamment Allègre, enfin, des gens comme ça. Oui, bah oui, mais ils ont pesé. Et il avait des manettes. Et Courtillot, voilà. Donc ça a diminué, mais leurs arguments sont toujours là. Hein. Et moi, j'ai vu, on m'a encore mis sous le nez des courbes de Allègre il y a une semaine. Par contre, l'autre aspect qui rend assez positif, c'est, bon, je fais des cours à l'université, donc je fais des cours sur la géo-ingénierie, sur des choses comme ça, des cours, enfin, je présente, on discute, et bon, j'ai l'impression quand même que, en tout cas dans les jeunes, en tout cas dans la fraction qui est à l'université, ils sont quand même farouchement motivés sur ces questions de climat, et à juste titre, il ne faut pas leur donner de leçons, parce que les responsables, c'est nous, c'est pas eux. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre quand on discute avec eux. Et 2, effectivement, ils pensent que ça va pas assez vite et ça ne va pas assez loin. Et donc, la question, c'est quand ils vont être, ou certains ou certaines, aux manettes, est-ce que, voilà, ça va... Et est-ce que ça ne sera pas un petit peu tard? Mais je pense que ça, c'est une raison d'être relativement, on va dire, optimiste, c'est que c'est dans la tête des jeunes. Oui. Alors, une dernière question, oui, parce qu'après, et Liliane, encore 2, c'est bon. Oui, non, mais juste, voilà, entre la question, justement, ça rejoint un peu ce que disait le collègue. Le truc, c'est que je vais partir d'un exemple factuel qui s'est passé il y a peu de temps. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à l'énergie, la production d'énergie verte, on met des panneaux photovoltaïques dont on sait que quand même après il faut les recycler, mais c'est assez compliqué encore. On met des panneaux photovoltaïques à un endroit, mais à cet endroit où on met les panneaux photovoltaïques, on supprime 17 hectares d'arbres. C'est ce qui s'est passé à la montagne de Lure. Ça s'arrête là pour l'instant grâce à la lutte. Mais voilà où ça en est. La question, elle est simple. Elle est, à un moment donné, les solutions technologiques, on en a. Les solutions d'avenir pour l'énergie, il y en a. Seulement, elles sont au service de quoi? Au service d'un système socio-économique uniquement à la mesure et on va dire au confort d'un tout petit nombre, et le reste d'habitants, il doit subir. Est-ce qu'à un moment donné, vraiment, si on veut continuer la vie sur cette planète de la meilleure manière, remettre en question le modèle socio-économique impérialiste, il me semble que c'est autre qu'une nécessité, mais une urgence. Bah, écoute, je pense qu'on ne peut pas lui demander de répondre sur un débat qui est éminemment politique, ce que tu viens de dire. Non, mais non, mais je suis d'accord sur le. Enfin, je suis absolument d'accord que le modèle actuel socio-économique et techno-industriel, ça va dans le mur. Donc la question, c'est effectivement
comment on modifie ça, qu'est-ce qu'on met à la place. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose émerger. Donc, et encore une fois, il y a urgence, quoi. Désolé. Non, mais, dernière question et après... Une remarque, ça rejoint ce que vous venez de dire, parce que je pensais que les décideurs planétaires, qui dirigent donc bien la planète, ont choisi de traiter la conséquence. Le constat, c'est qu'on va dans le mur, comme tu dis, mais on y va, on constate, et qu'ils préfèrent chercher des technologies pour régler les émissions de carbone, parce que ça rapportera plus, parce que c'est toute une question d'argent, ça rapportera plus que de limiter ce qui crée le carbone. Ils constatent ça et ils vont chercher, je crois qu'ils vont chercher, comme c'est gagner du fric dans le minimum de temps, quand on leur parle de 2100, ils s'en foutent, c'est maintenant, et ils vont chercher des technologies, ils vont traiter la conséquence et non pas la cause, parce que la conséquence va rapporter plus de fric que la cause. C'est vrai, mais c'est vrai pour certains pays. En France, on ne développe pas vraiment de recherche, par exemple, sur la géo-ingénierie, les puits de carbone. Il y a très, enfin, c'est pas très financé, c'est pas très actif. Aux États-Unis, ça l'est beaucoup. Tout ce que je vous ai montré, ça vient des États-Unis, parce qu'effectivement, et là vous avez raison, ce qu'ils voient, c'est que s'ils ont réussi à développer ces technologies, ils vont les vendre à tout le monde. Ouais. Alors je crois qu'on peut remercier notre ami. Stéphane, merci. On aura le plaisir de le retrouver déjà dans la revue naturellement, à travers de prochains articles. On aura le plaisir de le regarder sur la chaîne YouTube du MNLE et notre site internet.